Bonjour à toi et bienvenue sur Job à bord, le podcast qui te donne la parole pour venir partager tes expériences et parcours professionnels maritimes. Alors aujourd'hui, laissez-moi le plaisir de vous présenter Antoine. Antoine, il est chef cuisinier dans le yachting. Alors avec lui, on va découvrir toutes les coulisses de son travail sur les yachts et aussi il va nous donner plein de bons conseils à toi qui veux mettre les voiles. Alors sans plus attendre, on va retrouver le chef Antoine. Mon nom est Richard Fernandez et tu écoutes Job à bord. Antoine, bonjour. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors Antoine, merci mille fois d'abord d'avoir accepté cette invitation sur Job à bord. C'est un grand plaisir de te recevoir. Alors Antoine, tu es chef de cuisine dans le yachting. Raconte-nous un petit peu comment t'es arrivé là-dedans. Je travaillais en Irlande, donc dans un hôtel, et donc j'avais envie de changer un peu. Et mon meilleur ami en fait travaillait sur des yachts, et il m'a proposé justement de joindre l'aventure, quoi, un peu différent de la cuisine traditionnelle ou être cuisinier dans des palaces ou des étoilés Michelin. C'était un monde que je connaissais absolument pas et donc je suis parti à l'aventure. Oh, t'as un petit parcours quand même, enfin t'es tombé dedans petit, hein, parce que je crois que tes parents sont restaurateurs à la base. Oui, voilà, c'est ça. Donc, mon père est chef de cuisine, ma mère s'occupe de la réception et des clients, et donc moi j'ai grandi dans un restaurant en Sologne, voilà, donc à Gien à la base, et donc voilà, donc depuis que je suis tout petit j'étais dans les cuisines, la pâtisserie, avec mes parents. Avec une cuisine apparemment qui a fait ses preuves quand même, parce que je crois que vous avez eu à travers le guide Michelin comment ça s'appelle, je connaissais pas. Un bib gourmand. Voilà, un bib gourmand, hein, ce qui récompense les tables, les menus soignés à des prix modérés, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est très typé local, donc Sologno, donc beaucoup de gibier, produits de saison et cuisine traditionnelle gastronomique. Avec quelques chambres. Alors j'ai un peu vu avec un papa qui a quand même travaillé avec un chef étoilé, Guy Leguet, hein, ce qui est pas Guy Leguet. Ce qui est pas dégueulasse, hein, à la base. Non, c'est pas mal. Donc tu pars sur de bonnes bases, hein, quand même. On a fait pas mal. Il a fait pas mal de choses, et donc ils ont eu leur établissement pendant 25-30 ans. Tu vas passer un BEP? Oui, voilà, c'est ça. BEP hôtellerie-restauration, option cuisine, et ensuite une mention complémentaire pâtisserie en restaurant. Donc option pâtisserie en plus, donc complémentaire. Voilà, c'est ça. Donc c'est une année après le BEP. Donc vous passez le BEP en option cuisine en 2 ans, et ensuite vous avez la mention complémentaire en dessert à l'assiette de restaurant. Donc ce qui permet d'avoir quand même les bases de la pâtisserie, ce que souvent les chefs de cuisine oublient un peu, la pâtisserie quand même. Et donc là, tu enchaînes un peu les concours aussi. Oui, je fais quelques concours. J'ai fait mon premier concours, j'avais 15 ans. Voilà, c'était un concours interrégional, donc j'ai remporté. Et après, en pâtisserie, je suis arrivé en finale du championnat de France du dessert à l'assiette, alors que j'avais 16 ou 17 ans. Et par la suite, donc ça, c'était pendant la période d'école. Et après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait d'autres concours, comme l'Escoffier international où je suis arrivé en finale, le Lacam Trophée, donc qui est un trophée de pâtisserie à Londres. Pas mal du tout, Antoine. Donc, alors, arrive un moment où tu as envie d'expérience internationale et donc tu choisis le Royaume-Uni. Voilà, donc à 18 ans, mon permis de conduire en poche, parce que c'est important, je décide de partir en Angleterre. Donc, je vais travailler pour Michel Roux. Donc, Michel Roux, pour les gens qui connaissent pas, c'est donc un 3 étoilés Michelin. C'est une famille. C'est un petit peu comme Bocuse en Angleterre. Ils sont arrivés dans les années 60-70. Ils travaillaient, donc 2 frères qui ont ouvert leur restaurant à Londres, et après ils se sont séparés. Il y avait un restaurant à Londres, l'autre avait le restaurant à l'extérieur de Londres, donc à Bray-on-Thames. Donc ils ont eu 3 étoiles Michelin, donc ils cuisinaient pour la reine d'Angleterre et beaucoup de célébrités. Ça a été le premier 3 étoiles Michelin en Angleterre.
Et donc ils ont apporté quand même la French Touch au Royaume-Uni et à l'international aussi. Et Michel Roux qui a formé des gars comme Gordon Ramsay par exemple. Hein. Ouais, Gordon Ramsay, Marco Pierre White. Il y a eu beaucoup de grands chefs cuisiniers qui sont passés par leur cuisine. C'est vraiment le top du top. Et puis ce qui est sympa, c'est surtout de travailler avec eux. Parce que les mecs, ils sont quand même dans leur cuisine. Hein. C'est ça. Donc, on fait les fonds de base. On apprend vraiment la cuisine classique de A à Z. Voilà, les grands classiques de la gastronomie française. Très bien. Et je vois que tu as joué le Robuchon aussi. Oui, j'ai été chez Joël Robuchon à Londres. Donc, j'y étais pendant 1 an. C'est différent de Michel Roux. Parce que donc à l'époque, même maintenant, il y avait beaucoup d'ateliers dans le monde. Ils avaient une quinzaine d'établissements dans le monde. Donc c'est une cuisine très appliquée sur le détail, la finesse, vraiment une bonne école quoi. Ça remplace un peu le service militaire. D'accord. Et donc c'est quoi? C'est un hôtel-restaurant, l'ambassade de Lille à Londres. Alors l'ambassade de Lille, c'est un chef étoilé qui est à Lyon, à l'île Barbe. Donc c'est sur la Saône. Il a 2 étoiles Michelin et il a décidé justement de créer l'ambassade de cette île. Donc c'est pour ça qu'il l'a appelé l'ambassade de Lille à Londres. Donc on a fait l'ouverture du restaurant. C'était super. Donc je travaillais en pâtisserie et en cuisine. Donc je travaillais avec Pascal Molines qui est champion du monde de pâtisserie et meilleur ouvrier de France, président de la Coupe du monde de pâtisserie. Donc on a eu une étoile Michelin en 6 mois, donc ce qui est assez exceptionnel. Néanmoins, la partie triste de cette aventure, c'est que c'est arrivé en pleine récession. Et on était donc à Chelsea et le restaurant a fermé 6 mois plus tard parce que la récession était là et la vie est faite ainsi. Oui, c'est Jean-Christophe Hansen et Alex. Voilà, c'est ça. T'as pas refait ta cuisine et par la même occasion ton anglais, j'imagine. Oui, bien sûr. Bien sûr, quand j'étais plus jeune à l'école, l'anglais, je m'en fichais un petit peu. Je me dis bon, ça va pas me servir, tout ça. Néanmoins, plus j'avance dans l'âge, plus je dis aux jeunes et je leur explique, l'anglais c'est primordial. C'est primordial pour pouvoir s'exporter, pour pouvoir se vendre, pour aller à l'international, s'ouvrir des portes, beaucoup de portes et surtout dans le yachting. Parce que si on parle pas anglais dans le yachting, on n'a pas de boulot. Tout simplement. Les gens vous prennent pas. Alors, expérience donc anglo-saxonne. Ensuite, retour en France. Voilà, retour en France. Après, cet échec vis-à-vis de l'ambassade de Lille, parce que j'ai fait l'ouverture, j'ai fait la fermeture. C'est un petit peu frustrant d'avoir. Même si c'est pas mon établissement, c'est quand même notre bébé. Voilà, donc on a grandi avec, on a eu l'étoile, c'était superbe et ça ferme, donc un peu frustré. En l'occurrence, mes parents donc avaient repris un établissement en France. Et je me suis dit, après 4-5 années passées en Angleterre, pourquoi pas revenir en France avec mes parents et travailler avec eux. Donc, je suis revenu en France. Et donc, j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. Et c'est là donc où on a pris le Bib Gourmand. Donc, j'ai ramené un petit peu, je sais pas si on peut appeler ça de la fraîcheur, mais un peu un nouvel œil dans l'établissement. Et ce qui était sympa aussi de travailler avec mes parents. En emmenant avec toi tout ce que tu avais appris, que tu as partagé avec ton père, j'imagine. Voilà, les connaissances et ce qui est important. L'important, c'est de partager. Exactement. Alors, tu t'es resté 4 ans au restaurant familial, c'est ça, hein? 4 ans. Voilà. Et d'un coup, voilà, ça te revient l'envie de voyage, Dublin. Ouais, voilà, donc je repars à Dublin. Une opportunité se trouve devant moi, une position d'exécutif sous-chef dans un hôtel 5 étoiles. J'avais jamais travaillé vraiment dans des palaces, hôtel de 180 chambres, un des meilleurs hôtels d'Irlande. Donc cette opportunité arrive, donc j'ai 27 ans à cette époque-là. Et je me dis, je vais prendre le challenge, j'y vais, vas-y, fonce. Voilà. Parce qu'il faut prendre les challenges à l'envol quand les opportunités se présentent. Tu passes combien de temps à Dublin ? À Dublin, je vais être 2 ans. D'accord, 2 ans à Dublin. Donc, voilà. Donc dans la cuisine, on a 30 cuisiniers, 30 employés dans la cuisine, donc que ce soit pâtisserie, plonge et cuisine. Donc c'est quand même c'est complètement différent parce que vous avez aussi bien le room service que les banquiers, que le bar, ce qu'ils appellent en Angleterre l'afternoon tea, tout ça. Donc c'est quand même une grosse machine de guerre où on peut faire jusqu'à 1500, 2000 clients par jour.
Ah oui, quand même. Et tu tournais un petit peu dans les services ou pas? C'est-à-dire, moi en fait j'étais à la tête du service, donc c'est moi qui chapeautais un peu le tout, qui m'occupais justement de tous ces services. Donc c'est l'organisation de tout ça, donc et c'est assez prenant. D'accord. Ça nous occupe. Eh ben, très bien. Mon meilleur ami, je l'ai rencontré donc quand je travaillais chez Michel Roux. Au tout début, j'avais 18 ans. Et donc lui a fait son parcours et ensuite il s'est dit bon, c'est vrai, on travaille quand même assez dur en cuisine, mais on n'est pas très bien rémunéré. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose plus rémunérateur? Et donc lui, il a trouvé les yachting, le bateau, les yachts. Donc lui, il est parti là-dessus. Voilà, il a fait sa vie et ça me tentait un petit peu et tout. Et puis là, il y a eu l'opportunité qui s'est faite de le remplacer. Et il m'a dit, viens Antoine, passe tes certificats et je te trouve une place. D'accord. C'est donc à Antibes. Et donc, comme il m'a dit, parce que le souci du yachting, c'est on a un peu l'appréhension ou de faire le premier pas, quoi. Si on connaît personne, ça peut être assez délicat de changer du tout au tout. Et donc, il m'a dit, passe ton ING1. Donc, ING1, ce qui est une visite médicale, STCW. Voilà, donc qui est sur la sécurité et sur les feux en mer, sur les vaisseaux et sur les yachts. Et ça, tu l'as passé à Antibes, hein? Voilà, je l'ai passé à Antibes. Donc, en Europe, on peut le passer à Antibes ou à Palma, pour sûr. Après, peut-être à Barcelone, je sais pas exactement. Mais ça coûte environ, l'ensemble avec le ING1, c'est environ 1 600 € à peu près. Ça dure une semaine. D'accord, donc là, tu as pu passer les certificats, donc comme tu disais, sur le feu, la sécurité en mer, etc. Et donc, c'est des certificats qui sont obligatoires pour travailler, j'imagine, dans le yachting. Hein. Ah oui, si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas mettre un pied sur un bateau. Donc, le ING1, ça dure 2 ans et le STCW, ça dure 5 ans. Et après, il faut faire ce qu'ils appellent un refresher. Voilà, c'est 1 ou 2 journées de remise à niveau, voilà, une fois tous les 5 ans. Et donc, alors, ce premier embarquement, donc, tu rentres à quel poste? Donc, tu es directement en tant que chef? Alors, après quand même plus d'une dizaine d'années passées en cuisine, il est vrai que j'en avais un petit, je sais pas si on peut appeler ça un petit bruit, un petit peu marre de responsabilités, des choses comme ça. Et donc, mon meilleur ami me dit, viens prendre ma place, on fait la traversée de l'Atlantique. Et donc, je lui dis, vas-y, je vais prendre ta place. Donc, là, c'était pour cuisiner pour l'équipage, justement. Et donc je me dis voilà un petit peu de détente, si on peut dire. Bon, faut travailler quand même, quoi, mais un petit peu moins de stress que dans des établissements où vous pouvez faire 1200 couverts jour avec une trentaine d'employés. Là, je me retrouve tout seul. Voilà. Et donc quand j'ai fini mon STCW et mes diplômes, billet d'avion, direction Saint-Martin, et je fais la traversée de l'Atlantique. Donc je finis mes diplômes le vendredi. Le samedi, je pars pour Saint-Martin. J'arrive le dimanche, samedi, dimanche, et le lundi, retour en Europe. En bateau. D'accord, donc tu t'occupais principalement là à ce moment-là de l'équipage. Donc c'était quand même c'était un navire, une grande structure quand même pour avoir. Oui, il faisait 70 mètres, un peu plus de 70 mètres. Donc on a traversé de l'Atlantique, donc 17 jours. Combien à bord vous étiez? On était une quinzaine d'équipages. Et j'ai posé le pied à Saint-Martin le dimanche. Le dimanche, je me suis un petit peu baladé dans Saint-Martin, et le lundi après-midi, on était parti pour faire la traversée. D'accord, ok. Et donc, combien de temps alors tu t'es resté à ce poste? Donc, je suis resté 3 mois. C'était ce qu'on appelle des temporary, donc temporaires. C'était juste pour le remplacer pendant ses vacances, et afin aussi de me mettre le pied à l'étrier. Parce que ce qui est difficile avec le yachting, c'est que peu importe le CV que vous avez, à terre, beaucoup de fois, même si vous avez le meilleur CV du monde, et que ce soit les agents ou les capitaines, ne prendront pas forcément en considération votre CV si vous n'avez pas mis le pied sur un bateau. Donc voilà. Ils demandent en général une première expérience, quoi. Une première expérience, et c'est ce qui est l'un des plus durs, c'est justement d'avoir cette première expérience. Donc le mieux, c'est de prendre un travail temporaire, à moins que vous ayez la chance de trouver votre plein temps de rêve dès le départ, ce qui peut arriver aussi, mais c'est très très rare. Mais c'est d'aller déjà au temporaire et voir un peu le bateau, et voir comment on ressent les traversées et être en mer.
Et donc pour le temporaire, j'imagine que le mieux c'est de draguer un peu les quais, de balancer ses CV aux yachts qui sont accostés, quoi, en gros. Il y a comme ça. Après, bon, c'est vrai que maintenant avec les plateformes comme Facebook ou Instagram, surtout Facebook et les groupes comme il y a Antibes Yacht Crew, Palma Yacht Crew, Barcelone Yacht Crew, Monaco Yacht Crew et plein d'autres. Il y a aussi Yacht Chef Wanted pour les chefs de cuisine. Donc c'est un groupe justement que mon meilleur ami a créé, on a fait ensemble. On a environ, je crois, plus de 10 000 personnes sur ce groupe. Et donc justement, parfois, c'est les chefs justement qui postent pour avoir pour réussir à avoir des employés ou différents employés. Les day work, quand les bateaux doivent être préparés dernière minute ou choses comme ça, donc les gens prennent des day workers. En cuisine, c'est assez rare et souvent on trouve ça avec les stewards et ce qui est un peu l'extérieur du bateau, surtout c'est les deckhands aussi pour laver le bateau ou laver l'intérieur du bateau. Généralement dans les cuisines, donc ce qu'on appelle galley en anglais pour les bateaux. On n'a pas trop de day work, c'est assez rare. Donc je reste 3 mois sur ce yacht. Je fais une petite parenthèse aussi. Au niveau de l'embauche, il y a quand même aussi les agents. Les agents maritimes, donc dans le sud de la France, il y a beaucoup d'agences. Par exemple, pour les chefs, moi j'utilise Amandine Chef. Il y a vraiment des agences Amandine Chef ou YP et plein d'autres. Vous pouvez voir sur Internet, qui sont très très bien. Il faut prendre son premier bateau et pas se dire ce sera le dernier, parce qu'il y a tellement de navires maintenant autour du monde et qui se construisent tous les ans qu'on a quand même une facilité pour retrouver un travail si on est bon dans son domaine et on sait ce qu'on cherche et on sait ce qu'on veut. Après, je pars sur un petit bateau, pareil, temporaire, un 26 mètres qui était avec des propriétaires très gentils et je fais du temporaire encore pendant 4 mois. 3-4 mois, la famille est à bord, tout se passe super bien, des gens mexicains très très gentils et on fait la Méditerranée, on se balade un peu en Méditerranée, donc Saint-Tropez, Monaco, Portofino, un peu la Corse, la Sardaigne. Voilà, donc les petits endroits pendant 4 mois. Et là, tu as quel poste alors du coup ? Là, de toute façon, sur les vaisseaux de cette taille-là, il y a généralement, on est 4 crew members, donc 4 membres d'équipage. On va avoir le capitaine, une stewardess, un chef de cuisine et donc parfois il va y avoir un ingénieur ou autrement il va y avoir une autre stewardess deckhand, ce qu'on appelle. Elle va faire un peu les deux, donc nettoyer le bateau à l'extérieur et donner un coup de main pour faire les cabines à l'intérieur. Et là en l'occurrence le capitaine faisait capitaine ingénieur. Voilà, il s'occupait de la salle des machines aussi. Donc ces petits bateaux, faut aller faire les courses tous les jours parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans les frigos et les congèles. Faut s'adapter. Chaque bateau est différent au niveau de la taille de la cuisine, au niveau du nombre de membres d'équipage, au niveau de ce que les clients demandent, de leur nationalité et tout ça. Voilà, 4 mois sur celui-là. D'accord. Et ensuite, je fais un remplacement parce que donc mon meilleur ami, sa compagne était sur un 40 mètres. Et il y a eu 3 ou 4 chefs de cuisine qui sont partis et je remplace pour finir la saison parce que moi je finissais au mois d'août, début août. Et donc il restait 2 mois sur l'autre vaisseau pour finir la saison. Donc je décide d'aller là-bas, donc à Ibiza, pour finir la saison. Donc pareil, une famille anglaise très gentille. Je finis la saison, tout se passe super jusqu'à fin septembre. Après je rebouge, je trouve un poste permanent donc en tant que crew chef. Donc c'est cuisiner pour l'équipage seulement. Bateau qui fait 105 mètres, assez grand. Et donc une trentaine de membres d'équipage. Voilà, donc cuisine très grande, différentes perspectives comparées à un 40 ou un 26 mètres. Là, on arrive dans des cuisines professionnelles, très très professionnelles. Tout l'équipement, les chambres froides, les frigos, la marche en avant. C'est moins comme à la maison. On passe vraiment dans le professionnel. Ok, là donc tu passes combien de temps là, je fais 8 mois. 8 mois. C'était pour me mettre le pied à l'étrier sur les grands navires. Voir comment c'était. Je sais pas si on peut appeler un manque de confiance en moi ou c'était juste vraiment pour voir un peu comment ça fonctionnait, comment ça se passait, sans prendre vraiment de responsabilité. Et voir un peu comment les grands yachts fonctionnaient. Ensuite, quand je finis, je retourne avec cette famille anglaise qui était très gentille parce qu'ils m'appellent, ils me disent on voudrait que tu reviennes. Donc je reviens avec eux, je refais la saison avec eux, tout se passe super comme l'année d'avant. Et ensuite, donc je pars au Moyen-Orient. Je pars au Moyen-Orient sur un bateau de 40 mètres. Et donc 40 mètres, c'est ce qu'on peut appeler une flotte. Voilà, donc les patrons ont différents bateaux entre une vingtaine
vingtaine de mètres et plus de 100 mètres. Et donc, je bouge d'un bateau à l'autre. Donc, souvent, je suis sur un 70 mètres, 40 mètres ou 125 mètres et plus. Donc, je bouge, je suis un peu les patrons où ils ont besoin de moi et tout ça. Donc, ce qui est important, c'est de savoir s'adapter à la taille du bateau, à la demande des clients et à l'équipage aussi. Et ça, c'est des bateaux qui sont utilisés principalement par la famille. Voilà, c'est ça. C'est des familles, les amis qui vont utiliser les bateaux. Il y a différentes façons de faire. Tout dépend où on se trouve. Ça, c'est la base. Si on va se trouver à Saint-Tropez ou dans les ports européens, c'est assez facile de s'approvisionner, pardon. Si on se retrouve vraiment au milieu de nulle part, j'y ai jamais été, mais admettons au Galapagos ou dans des pays comme ça devient un peu plus compliqué. Moi, je me projette d'avoir en début de saison ou quand je peux ou quand je suis au port j'essaie de faire quand même une livraison assez importante, donc soit par des agents, si c'est des gros bateaux. Si je peux avoir la viande vraiment que je veux, que je recherche, j'essaye de prendre quand même des gens que je connais, pas forcément que je connais, mais de la qualité certaine. Donc, je me sers quand même j'essaye à Rungis un maximum, parce que je connais et c'est des valeurs sûres. Ensuite, pour les plus petits bateaux, je vais faire du local parce que souvent on va rentrer au port tous les soirs et donc ça me permet le matin 6h ou 7h du matin de descendre du bateau, d'aller faire les courses pour les petits bateaux. Pour les gros bateaux, on a plus quand même de place pour approvisionner, donc j'essaie de faire une fois par semaine une livraison. Et à la demande du client, suivant ce que les clients veulent, le matin, je vais y aller et récupérer le poisson pour la journée ou des choses beaucoup plus fraîches. Qui décide du menu? Tu es en concertation avec, en général, c'est madame qui s'occupe un peu de ça, non? Ça dépend. Ça dépend. Quand j'étais avec sur le 40, tous les bateaux où j'étais à peu près, j'ai jamais vraiment fait de menu. Au début, j'en faisais. Et après, une fois que les gens ont confiance en vous, souvent, ils nous disent fais ce que tu veux. Voilà. Après, s'ils veulent quelque chose en particulier ou s'ils ont un groupe ou des amis qui viennent, là en l'occurrence on va leur faire un menu et leur proposer un menu le matin. Voilà. Après tout est relatif. Moi j'ai toujours travaillé pour des privés parce qu'il faut pas oublier qu'il y a les privés et les charters qui sont complètement différents. Donc privé, c'est les gens qui appartiennent le bateau et qui viennent, donc c'est un petit peu leur maison de vacances. Et charter, donc c'est de la location à la semaine. Donc là les gens veulent vraiment passer des vacances féeriques. Donc là il faut faire les menus le matin, faut voir avec les clients. Voilà. Donc toute la différence c'est là, c'est vraiment de s'adapter aux clients, de connaître leurs demandes. C'est pas forcément du caviar ou de la truffe tous les jours. Parfois des choses simples. Ils reviennent sur les choses simples, la cuisine traditionnelle ou locale. Souvent locale. Vous êtes en Italie, vous essayez de trouver, faire des bonnes pizzas, trouver du bon parmesan, des bonnes choses. En France, vous allez essayer de prendre des poissons pour faire une bonne bouillabaisse ou voilà des choses assez simples. Donc ça te permet aussi de travailler avec des produits que tu n'as pas l'habitude lorsque la famille est là, quoi. Ça change un peu. Ah oui, bien sûr. On a quand même la chance de travailler avec des produits exceptionnels. Souvent, pas trop de budget pour eux, donc on peut se faire plaisir tout en restant raisonnable aussi. Alors les charters, ça dure combien de temps en général? Les charters, c'est à la semaine ou 15 jours. Voilà. Après, il y a des clients qui peuvent les louer pour 1 ou 2 mois aussi, c'est possible. Mais c'est vrai que généralement c'est 1 semaine ou 15 jours. Et ta journée elle est fixe, ça dépend de ce qu'ils font, s'ils vont à la plage, ils reviennent, s'ils sortent le soir, s'ils reçoivent des amis, donc ça change tout le temps. Ça change, faut toujours prévoir l'imprévisible. Et justement on est là pour ça et donc comme je dis on est payé pour ça, prévoir l'imprévisible. Donc peu importe si les clients sortent ou sortent pas, faut toujours avoir le repas de prêt. Le matin c'est prêt, le midi c'est prêt, le soir c'est prêt. Ils viennent manger, tant mieux. Ils viennent pas manger, tant mieux. C'est pas grave. On est là pour les servir, pour qu'eux passent un bon moment. Mais si, par exemple, ils vont au restaurant, ça leur a pas plu, là, néanmoins, ils peuvent être capables de revenir à 9h et de dire, le restaurant, ça nous a pas plu. Est-ce que tu peux nous faire à manger? Donc, faut toujours être prêt à l'imprévisible. Donc, ça te fait des grosses journées quand même. Oui, après, ça fait des belles journées. Tout dépend, c'est pareil, tout dépend la taille des bateaux. Si c'est des bateaux de 25 mètres, vous êtes tout seul, donc là, ça fait vraiment des grosses journées. Quand vous êtes tout seul, il faut faire à manger à l'équipage et aux clients. Et quand vous êtes sur un bateau un peu plus grand, donc qui va faire plus d'une centaine de mètres, généralement, vous êtes environ minimum 3 dans la cuisine. Donc vous avez un membre d'équipage qui va s'occuper de la cuisine pour le personnel, donc pour le crew, et vous avez un sous-chef qui va donner un coup de main pour le personnel et vous donner un coup de main pour les clients aussi. D'accord. Donc ça permet d'effectuer une rotation un petit peu. On va avoir, moi je travaille comme ça. J'ai des standards de petit déjeuner, donc je vais mettre une personne levée un peu plus tôt pour préparer les petits déjeuners.
parce que les clients, tout dépend des clients aussi, pour avoir les petits déjeuners prêts pour 7 heures du matin. Et donc, par la suite, moi, ça me permet de faire les courses, d'être tranquille. J'ai mon sous-chef qui va s'occuper des petits déjeuners. Quand je reviens, généralement, les clients sont pas forcément levés. Et là, on peut commencer la journée et progresser. D'accord, donc en général, tu t'occupes du petit-déj au menu du soir, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc faut mettre ces plateaux. Moi, je mets souvent des plateaux de fruits, plateaux de charcuterie. On va faire des jus, les croissants, pain au chocolat, brioche, du pain. Et après, je fais des menus, ce qu'on appelle petit déjeuner à la carte. Les gens me demandent peu importe ce qu'ils veulent, on exécute. On est là pour ça, que ce soit des pancakes, des crêpes, des œufs brouillés, des œufs bénédicts, voilà. Et dans ces grosses journées, est-ce que tu avais un moment de détente pour toi ? Oui, un peu l'après-midi, on essaye de prendre 2 heures. Et voilà, moi j'essaie vraiment de pousser le matin un maximum, d'avoir tout prêt pour le soir, parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Il peut toujours y avoir des imprévus, un anniversaire, les gens veulent faire un barbecue sur la plage. Ouais, des grosses journées quand même, ouais. Mais bon, ouais. Après, ouais, c'est vrai que l'après-midi, s'ils vont à la plage, tu peux te détendre un peu. T'as pu leur faire connaître un peu ce que tu avais appris en Angleterre, non ? Des plats un peu... Je m'adapte avec ce qu'eux veulent surtout. Il faut bien penser que c'est des gens qui sont quand même très très fortunés, donc... Nous, on est là pour leur faire à manger tous les jours, correctement, que ce soit sain, pas non plus trop gras. Voilà, on n'est pas là pour leur faire des repas 3 étoiles avec 7 plats, mise en bouche, entrée, poisson, interlude, viande, fromage, dessert, matin, midi et soir. Donc, faut quand même rester raisonnable vis-à-vis de ça. Après, moi, ce que j'essaye de faire surtout, c'est de leur présenter des produits nouveaux, des choses qu'ils connaissent pas forcément, et de les mettre en valeur. Donc, après, s'il y a des soirées un petit peu de gala ou des repas particuliers, là, je vais me mettre en avant, on va faire quelque chose un peu plus d'extraordinaire ou un peu plus poussé. Tu leur fais découvrir des nouveautés ou des produits qu'ils connaissent pas spécialement, quoi. Voilà, c'est ça. Par exemple, ils ont l'habitude de certains caviars, par exemple du beluga de chez Petrosian. Voilà, moi où j'habite, on fait ce qu'on appelle le caviar de Sologne, par exemple, qui est un très bon caviar qui sert au Bristol, qui est quand même une table très renommée, c'est quand même 3 étoiles Michelin. Et donc, je leur mets en comparaison, je vais leur mettre une petite boîte de beluga de chez Petrosian et une autre, et comme ça, en fait, c'est assez intuitif. Ça leur permet de voir la différence au niveau d'un rapport qualité-prix qui est différent. Voilà, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Comme tu connais les deux, la cuisine terrienne, je vais dire, et la cuisine maritime, quelles sont pour toi les qualités ou les différences qui sont nécessaires pour travailler en mer, si tu avais un conseil à donner à un cuisinier qui veut se lancer dans le maritime, quelles sont les qualités qu'il faut avoir ? Dans le yachting, ce qui est important, comparé à la restauration, généralement la restauration, les clients viennent pour votre cuisine. Ils viennent pour un nom, ils viennent pour un chef, ils viennent « j'ai mangé là-bas, je veux que ce soit monsieur un tel qui me fasse à manger, j'ai très bien mangé ». C'est vous qui faites votre cuisine pour les clients. Alors que là, vous devez cuisiner pour les clients et ce que eux ils veulent. Et c'est ça qu'il faut bien faire la part des choses, en disant voilà, madame est végane, on va faire du vegan, monsieur n'aime pas ça, on va faire ça, on va faire ci. Voilà. Et c'est bien la transition qu'il faut faire au niveau de la cuisine. C'est s'adapter à la clientèle. Et ce qui est très très difficile, c'est que dans votre établissement sur Terre, vous pouvez faire le menu tous les jours le même. Parce que tous les jours, ou presque tous les jours, vous allez avoir des clients différents. Là, en l'occurrence, vous avez les mêmes clients tous les jours. Donc, il faut tous les jours changer le menu, tous les jours s'adapter, des nouvelles choses. Il faut vraiment s'adapter. Ça demande quand même pas mal de recherche
Parce que comme j'ai expliqué juste avant, dans un établissement, souvent, ils vont faire un menu par saison et puis menu de la semaine ou quelque chose comme ça. Alors que là, il faut vraiment faire le midi, c'est différent, le soir, c'est différent, le lendemain, toute la semaine, tout est différent. Maintenant, qu'est-ce qui, pour toi, le plus difficile dans ce métier en mer? Dans ce métier, il y a une chose qui est difficile, c'est quand même de s'occuper de l'équipage parce que il faut savoir que les gens dorment, travaillent et mangent. Donc on est quand même leur moment de bonheur, on va dire, dans la journée, où ils peuvent s'asseoir et manger. Et à la différence des clients, les clients vont être là pour 1 mois, 2 mois ou 3 mois, admettons. Alors que là, l'équipage reste à l'année. Et donc il faut aussi se renouveler vis-à-vis de l'équipage pour être sûr de leur faire plaisir, pour être sûr qu'ils soient contents. Et c'est très très difficile aussi. Et on pense souvent aux clients, mais si on a un équipage qui est heureux, les clients sont heureux. Si on a de la chance, on a notre cabine personnelle, mais c'est assez rare. Autrement, on est 2, voire 4 par cabine, suivant la taille des bateaux. C'est la petite chose un peu différente. Mais bon, il y a les choses qui sont sympas aussi, c'est de pouvoir voir aussi de nouvelles villes, de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Parce que, faut aussi le dire, les clients sont pas là tout le temps. Donc ça nous permet aussi de faire à manger pour l'équipage et parfois de pouvoir sortir. Bon, ça a été un peu plus délicat avec le Covid, mais néanmoins, ça permet de voir des beaux pays tout en travaillant. Sur mon bateau, on avait 14 nationalités différentes, donc asiatiques, européennes, sud-américaines. Voilà, donc faut essayer de faire plaisir à tout le monde, ce qui peut être un peu compliqué, hein, parce que bon, comme la majeure partie des gens le savent, en Asie ou en Inde ou en Indonésie ou au Sri Lanka ou des gens comme ça, ils aiment beaucoup la nourriture épicée, le riz, les currys, les choses comme ça, ce que les gens européens aiment pas forcément et vice versa. Vice versa, donc l'équipage doit aussi s'adapter. Donc on va faire suivant le pourcentage de personnes, on va être sûr d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Et bon, comme on peut le dire, on ne peut pas forcément faire plaisir à tout le monde tous les jours. Donc c'est pour ça, pour l'équipage, on essaie, j'essaie toujours de faire un poisson, une viande, du riz sur le côté pour si on a des personnes asiatiques, quelque chose un peu d'épicé et voilà. Et après les gens choisissent, donc c'est des buffets. On essaie de s'adapter. Donc c'est formateur quelque part de travailler. Oui, c'est formateur. Et en plus de ça, ce qu'on oublie, c'est parfois il y a les allergies aussi. Il y a les allergies et tout ça, donc faut les prendre en considération. Le gluten, voilà, les fruits de mer, des choses comme ça. Exactement. C'est peut-être pas facile, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est tous les jours. Matin, midi et soir. C'est tous les jours, oui. En l'occurrence, pour être cuisinier sur les bateaux, ce qui est bien aussi d'avoir, donc je l'ai passé, c'est le Ship Cook Certificate. Donc c'est un petit peu un BEP une journée ou 2 jours, je me souviens plus, je crois 2 jours, une journée cuisine, une journée pâtisserie sur 2 jours, donc ça coûte 1 500 euros, je me souviens plus exactement combien. Donc vous passez ça et ça vous fait un diplôme maritime, ce qui est important. Donc ce qui est important aussi, c'est d'avoir autre chose, c'est le Seaman's Book. Voilà, souvent ce que les vaisseaux vont vous le faire afin de marquer les vaisseaux sur lesquels vous avez été. Et une autre chose aussi, d'avoir ce qui peut être un très très gros bonus, c'est ce qu'on appelle le B1, B2. Donc le B1, B2, c'est le visa pour les États-Unis de travail pour les bateaux. Et si vous avez ce B1, B2, c'est quand même un très très gros bonus. Très bien. Alors, imaginons, je suis cuisinier, j'habite à Lyon et je veux me lancer dans le yachting. Qu'est-ce que tu me conseilles? Par quoi je dois commencer? Alors, déjà, c'est prendre rendez-vous, par exemple, avec des agences comme Blue Water et d'aller passer le STCW, le ENG1, et pour la cuisine aussi, faut prendre le Basic Food Hygiene Level 2. Il faut préciser que toutes ces agences sont principalement basées dans le sud de la France. Antibes. Antibes, vous prenez le mieux. Bon, c'est vrai que ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est un retour sur investissement se fait en 1 mois, facilement. Vous y allez pendant 15 jours, vous essayez d'organiser, si vous avez un petit peu d'argent de côté et que vous pouvez passer tous les diplômes d'un coup, c'est exceptionnel, comme ça, vous n'avez plus à revenir pendant au moins 2 à 5 ans. Et au moins c'est réglé. Le mieux c'est de passer le Basic Food Hygiene Level 3, donc Level 3, comme ça au moins c'est réglé. Ou Level 2 c'est la gamme en dessous, c'est le minimum. Et donc passer le STCW, le ENG1, le Basic Food Hygiene Level 2
Et si vous avez un peu plus d'argent, essayez de passer le Ship Cook Certificate. Ça, ce sera vraiment un bonus beaucoup plus facile pour rentrer sur les bateaux. Et ensuite, d'aller dans les agences à Antibes avec votre CV, un beau CV, bien établi. Et ce qui est très très important, et au début j'ai oublié justement, c'était de prendre des références, les références des premiers captains. J'ai pas forcément demandé, je me suis dit ça ira bien. Et c'est très très important, c'est de demander des références papier, parce que ça fait vraiment la différence. Donc, alors, même si est-ce que je peux m'inscrire dans une agence avant d'avoir passé ces brevets, et est-ce que eux peuvent me diriger justement vers les structures qui peuvent me former? Il y a beaucoup de demandes et je pense pas que les agences vont aller prendre le temps de vous aider où ils vont aller vous dire dans ces directions-là, allez à Blue Water. Moi, je conseille directement d'aller à Blue Water à Antibes sur le site internet, et c'est les meilleurs placés pour tous les certificats. Pour passer ces brevets, il n'y a pas que dans le sud de la France, hein. Je pense qu'on peut les passer même dans le nord de la France, que ce soit à Nantes, en Bretagne, etc. Je sais pas exactement. Je sais qu'au niveau des lois anglo-saxonnes, par exemple, le ENG1, donc la visite médicale du travail, il y a que à Antibes. Là, je suis en train de changer de bateau et ils m'ont dit que c'était pas valide et il fallait que je le repasse. Donc voilà. Donc si vous le prenez à Antibes, vous êtes sûr que tous les bateaux vont pouvoir vous prendre. Après, laissez faire les agences. Allez dans les agences. Regardez sur Internet, et puis vous pouvez faire du dock walking aussi. Le dock walking, ça peut fonctionner. Donc dock walking, c'est de marcher sur le quai et puis aller déposer des CV. Ça peut fonctionner. Faut essayer. De toute façon, comme je dis, qui ne tente rien n'a rien. Faut aller provoquer la chance. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. Faut mettre toutes les chances de son côté. Après, il est vrai que il faut aussi penser que quand vous êtes rémunéré sur les yachts, vous n'avez pas la retraite. Vous n'avez pas tous les à côté, et il faut bien y penser. C'est des salaires assez élevés, assez conséquents, qui peuvent démarrer je pense, au niveau des chefs de cuisine, d'un minimum de 3 000 € en cuisine sur des petits bateaux. Même en sous-chef, généralement, faut pas aller en dessous, parce que c'est pas les standards du yachting. Autrement, il y aura toujours, comme on dit, des black sheep, des moutons un peu noirs qui essaieront d'abuser de vous en essayant de vous prendre à 2 000 € ou quelque chose comme ça. Donc, faut pas oublier que vous n'avez pas de sécurité sociale, vous n'avez pas de tout ça. Faut bien penser salaire brut, et vous avez aussi votre retraite et votre futur à penser, et ça, c'est important. Ouais, et c'est des choses qu'on oublie assez rapidement, et donc bien vérifier que vous êtes assuré par le bateau. Alors, il y a des compagnies qui s'appellent par exemple Nautilus aussi, qui est très bien. Ça coûte une centaine d'euros par an. Donc, c'est des assurances pour les membres d'équipage. Voilà, donc c'est une assurance extérieure. Donc, si vous avez un problème avec votre yacht, vous pouvez aller voir Nautilus pour les choses comme ça aussi. Ils peuvent vous aider. Voilà. Après, c'est un métier très très avantageux niveau financier, qui peuvent aller des salaires donc de 3 000 € jusqu'à pour des chanceux ou des choses à plus de 10 000 €. C'est possible. Où le propriétaire a déposé le bilan, ils ont saisi le bateau, l'équipage est resté dessus et n'a pas été payé pendant plusieurs mois. Et donc Nautilus, parce que les gens étaient avec Nautilus, ils ont recouvert les salaires. Si les gens n'étaient pas avec Nautilus, ils n'auraient pas recouvert les salaires. Un conseil à donner aux futurs embarquants ? Pour les gens qui veulent y aller, faut y aller et il faut tenter sa chance. Voilà. C'est comme ça qu'on a de l'expérience, et aller de l'avant et permettre de découvrir le monde. Eh ben génial. Le podcast va se terminer. Malheureusement, Antoine, on aurait pu discuter encore bien longtemps. Je te remercie de ta participation. C'est moi qui vous remercie. Très enrichissant, et on a appris plein de trucs. Et ceux qui nous écoutent, ils ont plus qu'à se lancer dans l'aventure. Merci Antoine, je te dis bon vent, à bientôt. Merci. À bientôt.
Merci mille fois à Antoine pour ce moment riche en conseils et pour nous avoir fait voyager avec lui dans un parcours atypique et passionnant sur les yachts. Si tu veux contacter Antoine, il a créé un groupe sur Facebook, alors ça s'appelle Yacht Chef Wanted, et sur internet yachtchefwanted.com. Tu pourras aussi découvrir un audiobook d'un de ses amis, de Yacht Chef Guide, qui est en anglais, je précise. Antoine est aussi sur Instagram, tu tapes Antoine Dantu. Alors Dantu, c'est D-A-N-T-H-U. Voilà, Antoine Dantu. Si tu veux télécharger mon guide Travailler sur un yacht qui est gratuit, tu vas directement sur mon site richardfernandez.fr. Voilà, Job à bord, c'est terminé. J'espère que tu as aimé cet épisode. Continue à t'abonner. Contacte-moi si tu veux participer au podcast. Merci d'avoir écouté. À bientôt pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et bon vent à toutes et à tous.